Merci Madame la Presidente, saluto a tutti, caro Presidente François, ringraziati per l'invito. A nome di un gruppo sia dei benvenuti in Corsica, siamo sempre felici di accogliere gente che vuole parte e nostre primure. Oggi deputato salute, oggi segretario nazionale di Vema Corsica salute, saluto a tutti. Nul besoin de traduire, je crois, ces quelques mots de bienvenue. Je vais entrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va dire la puissance organisatrice, c'est Régions et Peuples Solidaires de notre débat. Madame la Présidente vous a posé le cadre exhaustif du processus par rapport à la Corse. Je vais essayer pour ma part en quelques instants de me mettre à votre place, de me dire en quoi notre expérience insulaire, notre expérience corse peut directement intéresser régions et peuples solidaires et quels enseignements on peut collectivement en tirer. Dans le cadre de la commission que j'ai l'honneur de présider sur les compétences législatives et réglementaires à l'Assemblée de Corse, d'ailleurs le rapport auquel Madame la Présidente fait référence, on vous le mettra à disposition parce que je pense sincèrement qu'il peut, voilà, il est en ligne, mais on vous le transmettra plus directement, parce que je pense sincèrement qu'il peut vous aider et je le dis très modestement, même servir en partie d'argumentaire pour la représentation nationale. Pourquoi ? Parce que nous avons, avec la présidente et les autres membres du groupe, auditionné tout un certain nombre d'acteurs de l'autonomie au niveau européen, que ce soit des acteurs politiques, des fonctionnaires, que ce soit des militants. Et on a retiré, je vous le dis très, très rapidement, on a retiré au moins 3 enseignements à partir de ce travail-là. Le premier, alors je sais que vous le savez, mais je le réaffirme plus que je ne le dis politiquement, c'est vraiment une réaffirmation auprès de vous. Et c'est important, c'est que nous, on est dans un combat forcément corso-français, mais on a essayé depuis le début de l'inscrire aussi dans sa dimension méditerranéenne et européenne. Le premier enseignement, là où vous jetez votre regard au niveau européen, au niveau insulaire, vous apercevez très vite de quelque chose, c'est que l'autonomie est la norme au niveau insulaire, au niveau européen. Ça, c'est le premier enseignement. Et nous, ça a été un des arguments majeurs, fondamentaux, auprès du gouvernement, notamment au départ des discussions, c'est de dire, on a bien compris que le gouvernement de l'autonomie pour l'autonomie n'en voulait pas trop. Vous savez, on a commencé la discussion, je m'en rappelle la première discussion avec Gérald Darmanin à Beauvau, où il nous dit avec toute sa franchise qu'il faut lui reconnaître, et je parle sous le contrôle des témoins qui étaient là, vous savez, l'autonomie, moi j'en veux pas, c'est vous qui la voulez, donc faites-nous la démonstration. Et on part, la discussion part là-dessus. Et nous, dans la démonstration, on dit, écoutez, nous, il y a une différence, alors, on n'est pas là pour se démarquer d'autres territoires que vous représentez, mais on a une spécificité qui est celle de la géographie, qui est celle de l'insularité, qui va au-delà de la géographie, qui a des conséquences aussi identitaires, culturelles, en termes de transport, etc. Et toutes les îles de Méditerranée, à part les Crètes, ou la Crète, sont soit autonomes, soit indépendantes. Donc on dit, écoutez, là, c'est la France qui est en position d'exception au niveau européen. Ce n'est pas l'autonomie qui est une exception, c'est la France qui est l'exception de la règle. Ça, c'est le premier argument qui, pour moi, est un argument massu. Et on voit que là, en plus, où il y a des autonomies de plusieurs décennies, souvent dans toutes les îles de Méditerranée, il n'y a pas de velléité particulière par rapport à l'indépendance. Or, en disant ça, je ne remets pas en cause l'idée même, bien au contraire, d'indépendance, mais il n'y a aucune corrélation entre autonomie et indépendance en termes statutaires au niveau insulaire européen. Donc ça, c'était un autre argument. Au fur et à mesure de nos travaux en commission, on s'aperçoit d'une chose aussi, c'est que d'un point de vue idéologique, le gouvernement et la France, de manière quasi multiséculaire, nous présentent la Constitution comme un bloc intangible, uniforme. Vous savez, c'est le même texte pour l'ensemble des citoyens français. Or, et moi, je vous parle de ma position de président de commission, je ne suis pas constitutionnaliste, donc j'ai vraiment ce regard extérieur, si je puis dire. Quand vous observez la Constitution française, vous apercevez très vite, à l'aide de spécialistes qui nous ont aiguillés, que la Constitution française
est particulièrement fluctuante. Et elle est fluctuante à plusieurs niveaux. Elle est fluctuante, et je parle sous le contrôle d'un député, elle est fluctuante d'un article à l'autre de la Constitution, c'est-à-dire que l'article 72, alors, ça semble évident de dire les choses comme ça, mais l'article 72 ne dit pas la même chose que l'article 73, l'article 73 ne dit pas la même chose que l'article 75, etc., etc. Pourquoi je vous dis ça? C'est selon le territoire où vous êtes, vous retrouvez soit 72, soit 73, soit 75, soit 76 pour la Nouvelle-Calédonie, etc. Et vous dites, mais finalement, on nous présente la Constitution comme un bloc monolithique qui devrait régir de la même manière l'ensemble des citoyens. Là, je me place du point de vue du citoyen. Or, vous apercevez que selon l'histoire, selon la géographie, selon votre couleur de peau, je me permets de le dire, vous ne retrouvez pas dans le même article de la Constitution. Mais donc, ça veut dire que si vous ne retrouvez pas dans le même article de la Constitution, ben, ça veut dire qu'il y a un traitement différencié au sein même de la Constitution en fonction de votre position géographique, en fonction de votre couleur de peau ou en fonction de vos aspirations politiques. Et donc ça, c'est un autre enseignement majeur face au gouvernement, c'est de dire, mais attendez, votre Constitution, ce n'est pas le bloc monolithique que vous nous présentez ou prétendument monolithique. Au sein même de la Constitution, toujours dans cette fluctuation, on s'aperçoit qu'au sein même d'un article, par exemple l'article 73, vous avez des territoires insulaires ou ultramarins qui appartiennent à l'article 73, et au sein même de l'article 73 qui ne bénéficient pas des mêmes régimes politiques. Et donc là, on se dit, une fois qu'on a fait ce constat-là, on se dit, mais attendez, vous avez des territoires plus ou moins lointains de l'Hexagone qui sont au sein d'un même article, je pense notamment à l'article 73 où on nous dit que c'est la porte ouverte de l'autonomie. Alors certains bénéficient d'une autonomie, ou prétendue autonomie, et d'autres non, au sein même d'un article. Donc on se dit, en fait, la Constitution, on peut la modifier, et quand bien même elle n'est pas modifiée, elle est fluctuante. C'est le terme que je retiens avec vous ce matin. Et donc on se dit, mais donc ça, c'est quand même la porte ouverte, loin de toute idéologie, la porte ouverte à l'adaptation statutaire de la Corse dans le cadre de la Constitution. Troisième enseignement, et j'en termine là sur les trois enseignements. Donc, premier enseignement, la norme au niveau insulaire européen. Deuxième enseignement, la fluctuation de la Constitution. Et troisième enseignement, je vous parle, c'est il y a 3-4 ans, ou il y a 2-3 ans plutôt, quand on commence nos travaux, l'autonomie est déjà possible dans la Constitution française. Et il y a déjà plusieurs formes d'autonomie dans la Constitution française. Et là, lorsque vous avez, Madame la Présidente l'a rappelé, une vieille revendication qui est celle de plus de 50 ans, 60 ans de combat, et qu'on vous dit en gros, non, mais en France, l'autonomie, c'est deux mots qui sont totalement incompatibles, autonomie, Constitution française, etc. Il y a ce gros bloc idéologique. Mais non, dans la Constitution, il y a déjà des régimes d'autonomie. Il y en a deux différents. Un que je vais qualifier plus light, c'est celui de la Polynésie française, et un à maxima, qui est celui de la Kanaki, Nouvelle-Calédonie. Alors certes, et c'est pour ça que je me permettais de mettre en avant la donnée couleur de peau, c'est des territoires qui sont à 15 000 km et qui n'ont pas la même rapport, ou qui n'ont pas le même rapport à l'Hexagone. Donc c'est, si je puis me permettre, plus facile de parler d'autonomie pour la Nouvelle-Calédonie, parce que les gens ne connaissent pas, c'est loin, c'est 15 000 km, c'est les Kanaks, que de parler d'autonomie concernant la Corse. Mais le fait est, sauf à ce que le gouvernement nous fasse la démonstration que la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie n'appartiennent pas à la France, et aujourd'hui c'est encore le cas, pas force ou pas à mort, et comme on dit en Corse, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est des territoires qui sont constitutionnalisés d'un point de vue de l'autonomie dans le cadre de la Constitution française. Donc là, vous avez trois enseignements majeurs qui nous servent et vont nous servir, parmi d'autres choses, d'argumentaire. Là, je vous parle vraiment d'un point de vue du cadre conceptuel et constitutionnel. Après, on peut rentrer dans le détail d'un point de vue économique, d'un point de vue des transports, d'un point de vue de la gestion de l'environnement, et peut-être que Paul Félix dira 2-3 mots à ce niveau-là, où nous-mêmes, on reviendra dessus. Mais vous voyez que là, on a quand même trois arguments majeurs qui nous ont permis de rentrer en négociation et qui nous ont, pour partie, permis d'aboutir à quelque chose. Du point de vue de l'État, je vous donne mon sentiment tout à fait personnel, et Paul Félix et Marie-Antoinette, Nanette, peuvent tout à fait me contredire. On a suivi de près la négociation depuis le début avec l'État. Il y a une constance chez l'État depuis le début de cette négociation, c'est que, je le dis,
elle ne s'est pas inscrite dans un cadre démocratique. La présidente de l'Assemblée vous a rappelé toute la force de la démocratie et des votes, mais il se trouve que ça, l'État, j'ai presque envie de vous dire, il s'en cogne. Je le dis très rapidement, l'État français se contrebalance des votes démocratiques de l'Assemblée de Corse. Ça veut dire que la négociation ne s'est pas faite dans un cadre démocratique. Nous, on s'est comporté en démocrate qu'on est, mais je vous mets au défi de trouver en Europe une collectivité organisée, démocratique, avec des votes, qui aboutit à un projet politique qui, en 2015, conduit une majorité relative à exercer des responsabilités et qui, en 2023, en 2024, en mars, vote une délibération qui est adoptée à 80% de son Assemblée. Je ne crois pas, pour avoir un petit peu observé la situation, que sur un tel changement politique institutionnel, il y ait une autre assemblée en Europe dans sa période contemporaine, sur les 15 dernières années, qui ait effectué une telle démonstration démocratique. N'importe quel État démocratique au monde, en 2015, lorsque nous accédons aux responsabilités, doit ouvrir des négociations. Je ne dis pas qu'elles doivent aboutir sur quelque chose que l'on demande en 2015 du côté de l'État, mais en 2015, un État normalement constitué doit ouvrir des négociations. Nous, la réponse, ça a été un silence absolu, puis ça a été de fouiller les élus représentant la Corse à Bastia lorsque Emmanuel Macron est venu. Ça a été ce qui n'aurait pas été le cas dans aucun autre territoire français, ça n'aurait pas été possible. Donc nous, c'était la réponse. Il a fallu attendre l'assassinat d'un militant en prison, une situation pré-insurrectionnelle dans la rue pour qu'il y ait l'ouverture d'un dialogue. Et avec le mot autonomie qui est lâché par le ministre Darmanin. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, j'ai eu le sentiment depuis le début que l'État nous a toujours demandé plus. Toujours demander plus qu'on n'aurait pas demandé dans d'autres démocraties. C'est-à-dire que ça a commencé par, mais l'autonomie, on ne sait pas, avec des relais locaux, hein, bien évidemment, qui s'opposent constamment au projet. C'est-à-dire l'autonomie, on ne sait pas exactement ce que c'est. Nous, on a dit, si nous, on sait ce que c'est, on vous fait la démonstration, on vous donne une définition de l'autonomie, exactement. Oui, mais l'autonomie, c'est pas possible. Ben si, c'est possible. Oui, mais la Constitution, elle est figée. Ben non, elle n'est pas figée. Et c'était toujours, oui, mais là, vous avez été élu avec 35%, il faut faire 36%. Ah, vous avez fait 36%, ben il faut faire 45%. Ah oui, mais il y a les bombes, il faut arrêter les bombes. Ben c'est bon, on arrête les bombes. Ah oui, mais vous avez fait 51%, c'est une majorité, juste plus une voix, ça suffit pas. Etc., etc., etc. Dit poi, Agne, depuis des mois et des années, pour arriver à un projet, je vous le dis, Madame la Présidente l'a dit, qui est voté à 80%. C'est-à-dire que là, vous avez une force démocratique par rapport à laquelle on ne doit pas s'éloigner pour une raison. C'est que l'État français n'a eu de cesse de discuter avec les mouvements clandestins corses quand ils exerçaient un certain nombre d'actions nocturnes. L'État, aujourd'hui, on ne discute pas, alors qu'il discutait. Et à partir de 2014, où le FLNC a déposé les armes et que les nationalistes corses ont accédé en 2015 aux responsabilités, l'État a cessé de discuter. Donc vous ne pouvez pas envoyer, je ne veux pas être grandiloquent en disant ça, mais comme message au peuple corse, à la jeunesse, grosso modo, quand vous mettez des bombes, on dit qu'on ne discute pas, mais on discute en sous-main, on négocie des statuts, et le jour où vous accédez démocratiquement aux responsabilités dans des proportions inégalées en Europe pour la période contemporaine, grosso modo, on ne discute pas. C'est démocratiquement pas acceptable, ce n'est pas soutenable. Et ça doit être aussi un argument. Et c'est pour ça que je regarde plus précisément notre ami Paul Molac du côté des députés qu'il va falloir absolument qu'on fasse ensemble comprendre. C'est que la démocratie, ça procède aussi d'un accord politique. C'est le rôle de la démocratie. Nous, on estime qu'on a fait notre part du chemin et on est allé sur un compromis interne. La version que rappelait Nanette, qui a été votée à près de 80%, c'est pas la version qui nous satisfait. Je préfère le dire très franchement. Elle n'est pas satisfaisante, cette version-là. Elle n'est pas satisfaisante du côté des nationalistes, de ce côté-ci du micro. Par contre, elle est satisfaisante d'un point de vue conceptuel, d'un point de vue du compromis. Parce que nous, on se dit qu'à un moment donné, on ne peut pas jouer
non plus avec la démocratie, on ne peut pas jouer avec les Corses. Il en va de notre responsabilité, à un moment donné, de faire une photographie, de figer la situation, de dire là on s'arrête, il y a un compromis. Si d'autres veulent continuer après, c'est tout loisir leur appartient de continuer et de continuer à négocier pour les années à venir. Nous, aujourd'hui, on a besoin à un moment donné d'un compromis. Et nous avons dit, et je terminerai là-dessus, que pour notre part, et en tout cas là j'engage Fabo Poulouinsem, donc le groupe majoritaire de l'Assemblée, la majorité, pas de compromis sur le compromis. On est arrivé à une négociation pendant 3 ans avec le gouvernement et en interne à l'Assemblée de Corse qui nous conduit à cette notion de compromis, j'ai envie de dire historique. Il n'y aura plus de compromis sur le compromis, et c'est ce que nous avons dit. En revanche, il y a tout un travail parlementaire, et nous sommes à votre service, Paul, pour participer à cet argumentaire, pour participer à cette conviction commune, de dire qu'il y a une chance à saisir pour la démocratie, il y a une chance à saisir pour le peuple corse, et pour la relation à renouveler entre la France et la Corse. Mais cette chance-là ne peut pas se faire sur le dos d'un compromis qui a été patiemment négocié pendant 3 ans. Voilà, je m'arrêterai là-dessus en vous invitant vraiment à prendre l'exacte mesure de la force démocratique qui s'est exercée en Corse depuis des années, qui, je l'espère, va continuer. Merci.